Bonjour. 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 La réunion va bientôt commencer. On va encore attendre quelques minutes pour voir les derniers participants. C'est normal que vous n'ayez pas accès à votre micro et votre caméra. Par contre, vous pourrez interagir via la conversation. Normalement, Estelle, tu dois pouvoir activer ton micro et ta caméra. Oui, tout à fait. Merci Florent. Pour les nouveaux arrivants, c'est normal que vous n'ayez pas accès à votre micro et votre caméra. Ce sera par le chat qu'il faudra interagir. Et on va encore attendre quelques minutes avant de commencer le webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré, on va le rediffuser ensuite. Donc, tout le monde pourra avoir accès au replay. Voir le nombre de participants augmente pas trop, je pense qu'on peut peut-être commencer, hein. Sur les modalités, alors, comme je disais, c'est via le chat que vous devrez interagir. Vous pourrez poser des questions tout au long de- du webinaire. Donc, vous n'avez pas accès à votre micro et votre caméra et la session est enregistrée. Donc, tout le monde pourra y avoir accès. Donc, pour ce webinaire de restitution, on est déjà tous contents de vous voir ici. Merci beaucoup d'être venus pour parler de cette donnée qui est une donnée OCGE améliorée et qui s'applique en fait, qui se déploie sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales pour les millésimes 2021 et 2012. Donc c'est un webinaire qui va s'articuler à trois voix avec Serge Herviou qui est responsable du pôle données de l'agence d'urbanisme catalane, Mathias Albanès, qui est ingénieur d'affaires chez le groupe CLS, et moi-même, Florence Soisseau, chef de projet à OpenIG. Voilà. Et Estelle qui travaille beaucoup avec moi sur le sujet et qui répondra notamment à vos questions, enfin qui nous fera passer vos questions de la conversation. On va pouvoir organiser ce webinaire autour de quatre axes. Donc, d'abord, la présentation du projet au CSID. Ensuite viendra du coup la partie technique en elle-même qui sera présentée par Mathias. Et enfin, Serge va pouvoir s'attarder sur les cas d'usage de l'OCSID avant enfin qu'on procède à la suite du projet, donc son actualisation de 2024, sa mise à jour et sa potentielle extension à d'autres territoires d'Occitanie. Donc, vous pourrez poser des questions tout au long de la séance via le chat. On y répondra après chaque intervention. Et aussi, ce qu'il faudrait, c'est que lorsque vous posez une question, si votre identité n'est pas renseignée, ce serait de mettre votre nom, prénom et structure, si ce n'est pas le cas au moment de poser la question. Donc d'abord, je vais revenir sur le rôle d'OpenIG. Donc OpenIG est une plateforme régionale d'information géographique en Occitanie. Donc, sous le Centre régional d'information géographique, on a deux missions essentielles qui sont le portage, plutôt le maintien d'une IDG, d'une infrastructure de données géographiques qui promeut l'accès libre à des données géographiques, et aussi le portage de projets mutualisés pour promouvoir l'information géographique au service des politiques publiques.
Donc, c'est une association qui repose sur un système d'adhésion. OpenIG est tributaire de Sigeler qui, en fait, avait ses compétences sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Donc, effectivement, en termes d'adhésion, on a un léger déséquilibre entre les adhérents de l'ancienne région Languedoc-Roussillon et ceux de Midi-Pyrénées. Et on a pour adhérents essentiellement des structures publiques avec des EPCI, des SCOT, des départements, mais on a aussi des acteurs privés qui font partie de cette organisation. En termes d'occupation du sol, on a une certaine expérience. Il y avait déjà une occupation du sol qui avait été produite en 2006 sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, occupation du sol qui n'a pas été mise à jour. Et plus récemment, il y a eu, lors du développement de l'occupation du sol grande échelle IGN euh, en Occitanie, un accompagnement de la part d'OpenIG. Donc, c'était l'ancienne occupation du sol grande échelle, c'est-à-dire pas celle qui a recours à l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'était à la fin des années 2010 où OpenIG avait pu s'impliquer. On travaille également de près, alors en tant que CRIGE, on travaille de près avec le Conseil national de l'information géolocalisée, comme tous les autres CRIGE de France, qui est une instance de consultation placée auprès du ministère de la Transition écologique. Et au sein de ce CNIJ, on a pu développer un outil de recensement des occupations du sol, donc à la fois régional, donc toutes les particularités des occupations du sol régionales en France, mais aussi les occupations du sol local et leurs caractéristiques qui existent en Occitanie. Pour revenir sur l'OCSID à proprement parler, c'est un projet qui était à l'initiative de l'un de nos adhérents, qui est l'agence d'urbanisme catalane, et qu'on a repris puisqu'il répondait à la demande de nombreux de nos adhérents. Et donc l'objectif, il était double, en fait, c'était de reprendre la donnée occupation du sol grande échelle produite par l'IGN et de pouvoir l'améliorer ou du moins de pouvoir la décliner aux spécificités du territoire occitan. Et ainsi, l'objectif était double, c'était de pouvoir créer des indicateurs et une donnée qui soient compatibles avec les autres indicateurs et qui sont créés au niveau de la France, mais également en fait s'assurer de notre autonomie en pouvant adapter cette occupation du sol aux spécificités du territoire occitan. Donc il y a bien en fait derrière une logique d'harmonisation de la donnée avec le fait de capitaliser sur ce qui a déjà été fait et de pouvoir continuer à produire une donnée qui réponde au mieux à nos exigences. Donc si on regarde la nomenclature, donc c'est une nomenclature bidimensionnelle, là celle qu'on voit, c'est celle de l'OCSGE. Nous, dans l'OCSID, on a repris intégralement la nomenclature de l'OCSGE et cette logique de double dimension. Et donc, si on regarde la nomenclature de l'OCSGE, à gauche, on peut voir la couverture, à droite, l'usage. Et on retrouve du coup cette logique de nomenclature imbriquée avec premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Si on reprend un extrait de la nomenclature couverture et qu'on le met sous forme d'organigramme, ça donne cela, où on a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Et nous, ce qu'on va faire, c'est imbriquer un nouveau niveau de nomenclature sur la couverture et l'usage, mais qui soit complètement intégré à la nomenclature existante. Donc, ici, par exemple, on peut voir, c'est que la formation herbacée de la dimension couverture de l'OCSGE est déclinée en prairies et terres arables au niveau de l'OCSID. Ça, c'est au niveau nomenclature, mais si on prend les choses de façon concrète, eh bien, ce qu'on peut voir à gauche, c'est les polygones de l'OCSGE avec une formation arbustive, des formations ligneuses, des formations arborées, des zones bâties. Et donc, on retrouve en fait ces polygones à droite. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que la formation arborée a été divisée en terres arables et prairies naturelles, tout en respectant les limites originelles de l'OCSGE, donc le respect des géographies de départ. Donc, ce qu'on fait avec l'OCSID, c'est bien une compatibilité stricte avec l'OCSGE. Et donc ça se retrouve au niveau de la table attributaire, puisqu'on a d'abord les caractéristiques de l'OCSGE et aussi les caractéristiques de l'OCSID qui sont intégrées au sein de la même table attributaire. Donc on peut revenir de façon instantanée à la donnée originelle. C'est-à-dire que même si on consulte, même si la donnée finale, on consulte les prairies ou les terres arables, il suffit de remonter d'un niveau et on a la formation herbacée de l'OCSGE. On a même dans la table attributaire une colonne qui nous permet de voir si le polygone a été enrichi ou non. En termes thématiques, ça donne ça, c'est-à-dire qu'à couverture, à gauche, on voit la couverture, tous les postes de l'OCSID qui sont venus enrichir l'OCSGE, et à droite, l'usage.
C'est la même chose, tous les postes de l'OCSID qui sont venus enrichir l'OCSGE. Donc, je ne vous ai pas montré la déclinaison même parce que c'est un petit peu trop complexe sur un support graphique. Mais c'est vrai que ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, au niveau des feuillus, on est venu alimenter cette donnée avec des peupliers, des oliviers. Pour les autres végétations ligneuses, on a des vignes. Dans les formations herbacées, on a les espaces herbacés anthropisés, terres arables. Pour le résidentiel, par exemple, ce sera compact et dense, lâché diffus. On a des friches industrielles et friches agricoles dans notre usage. Donc voilà, ça c'est la nomenclature finalisée de l'OCSID. Pour pas lâcher cette donnée dans la nature, ce qu'on a fait, c'est aussi inclure un dictionnaire de données assez classique hein, qui vient reprendre du coup la définition du poste, les seuils, donc unité minimale d'interprétation, largeur minimale d'interprétation, des photos et également, donc là je vous montre un autre poste, celui des vignes, on va voir les critères de photo-interprétation qui ont permis en fait aux photo-interprètes d'identifier la zone en question, les exclusions potentielles et difficultés, par exemple là le fait que les jeunes vignes peuvent être confondues avec des sols nus, et les données exogènes. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on aura toujours en fait cette mention ou non, enfin du moins l'absence ou la présence de cette mention va venir indiquer s'il s'agit d'un poste OCSID ou OCSGE, parce que ce qu'on a fait, c'est que dans le dictionnaire de données, on est venu réintégrer tous les postes de l'OCSGE et leur définition. Alors, ce qui se passe également pour que l'utilisateur puisse s'approprier au mieux cette donnée, ce qu'on a fait, c'est organiser un contrôle qualité collaboratif. Donc, il y avait déjà un contrôle qualité professionnel qui est inclus dans le marché. Donc, CLS produit la donnée et TTI Production est venu la contrôler. Mais ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on a voulu, c'est organiser un contrôle qualité collaboratif avec les utilisateurs finaux de l'OCSID. Donc les utilisateurs de l'Aude et des Pyrénées-Orientales pour que déjà il y ait plus de corrections qui soient remontées que ce que pouvait faire le contrôle professionnel, mais également pour qu'ils puissent s'approprier au mieux cette donnée. Parce qu'effectivement, en fait, il y a cette logique de double dimension qui n'est pas évidente, qui est un petit peu contre-intuitive, qui fait qu'en fait, le CGE est plutôt une donnée brute, et à partir du moment où on la croise, on est capable d'avoir des données finalisées. Par exemple, si on prend ici la couverture zone bâtie, donc poste originel de l'OCSGE, et qu'on le croise avec l'agriculture restante de l'OCSID, on va pouvoir déterminer les bâtiments agricoles. Ou alors, si on croise les landes et broussailles comme couverture avec l'usage de friches agricoles, on pourra déterminer non seulement des friches agricoles, mais surtout des friches agricoles à long terme. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une application qui s'appelle GeoContrib, application cartographique, où les utilisateurs pouvaient venir dire s'ils étaient d'accord ou pas avec la caractérisation du polygone. Mais surtout, ce qu'ils avaient, en fait, c'est qu'ils pouvaient soit contrôler la couverture, soit l'usage, mais en arrière-plan, ils avaient une étiquette qui permettait d'indiquer justement la complémentarité de ces deux dimensions pour avoir cette logique justement de double dimension à toujours vérifier et ainsi comprendre au mieux la donnée. Donc, comme j'avais commencé à le dire, on a ouvert un marché l'année dernière à hauteur de 365 000 euros avec de l'eau, la production de la donnée remportée par CLS, puis la contrôle qualité remportée par TTI Production. Et nous, ce qui se passe, c'est qu'on a porté ce projet, mais on n'a pas financé. Comme je vous disais, la mission d'OpenIG, c'est de pouvoir porter des projets mutualisés. Donc, on a réuni un certain nombre de financements, et c'était au nombre de 11 financements locaux avec des EPCI, des SCOT, des départements. Il y a l'État et la région Occitanie qui est venu compléter ce financement, et surtout, eh bien, on a fait une demande de fonds FEDER qui finance le projet à hauteur de 50%. Ce qui se passe également, c'est que ce fonds FEDER, c'est le dernier payeur, donc il nous fallait aussi pouvoir avancer ces travaux. Et pour ça, on a fait des demandes d'avance auprès de l'agence d'urbanisme catalane et également auprès de la région Occitanie. Donc ça, c'était pour l'aspect financier, parce que en termes en termes d'intervention, voilà, l'OCSID, c'est une donnée qui se déploie sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, mais nous, notre périmètre d'intervention en PNIG, il est beaucoup plus large, c'est celui de la région Occitanie. Et donc, ce qu'on a fait, c'est réunir
des adhérents issus de l'ensemble de la région Occitanie, aussi bien thématiciens que géomaticiens, pour qu'ils puissent venir en fait nous faire part de leurs exigences en termes d'occupation du sol et également en fait pouvoir hiérarchiser ses besoins. Parce que l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que la donnée puisse réunir un maximum d'acteurs sur de multiples usages autour d'un même socle. Et c'est pour ça qu'on a organisé une dizaine d'ateliers entre mai 2022 et juillet 2023 pour pouvoir produire cette donnée en open data. Alors, quand on parle de capitalisation, donc, quand on parle de capitalisation de ce qui a déjà été fait, ce que j'avais commencé à dire au début de l'intervention, donc on capitalise sur la donnée produite par l'IGN, hein, donc donnée gratuite à disposition du territoire qu'on vient améliorer. On a réuni du coup les adhérents d'OpenIG qui ont pu nous faire part de leurs exigences, de leur expérience au niveau local en termes d'occupation du sol, mais également ce qu'on a fait, c'est consulter les autres centres régionaux d'information géographique et autres régions de France pour qu'ils nous fassent part de leur expérience au niveau régional. Donc on s'était rapproché de la région Sud, de la Nouvelle-Aquitaine, des Hauts-de-France, et également oui, région Sud, Nouvelle-Aquitaine des Hauts-de-France et de la Normandie. C'était celui qui me manquait. Donc il y en a eu d'autres, hein, mais c'était les principaux. Donc ils ont pu aussi venir intervenir directement dans les ateliers pour leur faire part de leur mise en garde, de leur expérience, des bénéfices qu'ils avaient eu eux-mêmes sur leurs propres occupations du sol. Et également, ce qu'on avait fait, c'était aussi reprendre une partie des standards niches qui avaient été définis par le Conseil national de l'information géolocalisée il y a quelques années. Donc, c'était des postes de l'OCGE qui ont été définis sémantiquement, mais qui n'avaient pas été produits. Et nous, ce qu'on a fait, c'était promouvoir ces postes auprès des adhérents, et afin qu'ils nous disent si ça correspondait à leurs attentes ou pas. Donc, voilà, il y a une certaine partie qui a été reprise. Après, parfois, les définitions modifiées, quelques ajustements. Mais voilà, l'idée, c'était pas de créer cette donnée à partir de rien, tout en s'assurant qu'elle puisse être adaptée autant qu'on le veuille. Et une fois qu'on a finalisé ces nomenclatures, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu aussi auprès de l'IGN et de la DGLN pour en fait savoir si nos ambitions étaient crédibles, du moins à partir de leurs données, pour savoir si effectivement ça pouvait être compatible. Et il y a eu quelques réajustements à la marge, mais très peu. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de construire un projet du bas vers le haut pour faire en sorte que ces données accessibles à tous soient réutilisables par les territoires en Occitanie qui le souhaitent, soit étendues aussi potentiellement. Donc soit que des territoires puissent affiner cette nomenclature, soit que d'autres territoires reprennent cette nomenclature, en tout cas que ça forme un référentiel. Et également, oui, c'est ce que je disais, qu'elle puisse être reprise. Donc, c'est une donnée qui est en libre accès, elle est déjà disponible sur le site d'OpenIG. Il va y avoir des corrections à la fin du mois de juin. Voilà, c'est une version 1.0. Et je vous transmettrai à la fin de la session le lien vers la donnée. Merci Florent. Il semblerait que tout ait été clair. J'ai pas de questions de mon côté. Je ne sais pas si certaines personnes veulent réagir ou sinon on continue sur la présentation suivante. C'est très clair. Bon, Mathias, tu veux. Bon, mais j'espère que je vais être aussi clair que toi. Ok, donc je vais partager ma fenêtre. Alors, là. Donc j'espère, est-ce que tout le monde, est-ce que c'est OK pour la Oui, présentation? c'est bon. Donc merci de me donner la main, Florent. Donc moi je me présente, je suis Mathias Albanès, donc je travaille chez CLS. Donc je suis chef de projet, donc j'ai été le chef de projet sur la production de l'OCSID et je suis également
ingénieur d'affaires sur des projets d'occupation du sol, d'OCSGE et d'OCS2D. Donc, je vais faire une petite présentation rapide de déjà qu'est-ce CLS, qui on est. Et ensuite, je vais plus aller moi dans la technique et dans le détail de comment s'est déroulée la production, les phases de production et quelques résultats sur les données qui ont été produites. Donc en fait, CLS, nous, on est une entreprise multinationale. On est une société à mission qui a été créée dans les années 80 par le CNES. Et en fait, nous, on traite sur 5 secteurs d'activité qui est la gestion durable des pêches, les énergies et infrastructures, sécurité maritime, mobilité et environnement, climat. 95% de nos activités sont liées intégralement ou directement pour des objectifs de développement durable. Et en fait, on va dire Alors l'activité. attention, je te Oui. coupe Mathias parce que... vas-y Estelle, je te laisse parler. Oui, en fait, on a des personnes qui ne voient pas ta présentation. Est-ce que tu pourrais peut-être enlever la visualisation et la republier, s'il te plaît, Ah, ok. pour voir si le problème se résout? Alors, je vais... Ça dépend des gens. Alors peut-être que certains d'entre vous sont sur le team le Teams sur le navigateur, et c'est vrai que sur le navigateur, on a constaté qu'il y avait quelques bugs. Voilà. Après, Donc si après, vous si avez la la possibilité réponse, d'ouvrir si vous avez la possibilité d'ouvrir, de ressortir et d'ouvrir la visio avec l'application Teams, c'est mieux. je vais essayer Ah, comme d'accord. ça. Et sinon, si le problème persiste et qu'il n'y avait pas ce problème avec ma présentation, je vais reprendre la main dessus. Alors, Parce que je vais j'ai pas essayer noté qu'il y avait ce problème sur. diapo. Est-ce que comme ça, peut-être, vous voyez peut-être mieux? Ah, apparemment, le problème a l'air d'être résolu. Est-ce Oui, mais que là, c'est le maintenant cas que pour tu as tout le lancé monde? la diapo, Ouais, j'ai lancé la diapo. Peut-être que c'est mieux comme ça? Oui, ça a l'air d'être bon. allez, Merci. Bon, super. parfait. Parfait. Donc, je reviens sur. Donc, j'en étais à ce slide-là. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, les producteurs de la donnée au CSID donc, sont dans l'activité environnement climat, où dans cette activité, il y a le service pour la planification territoriale, où anciennement, en fait, nous, on est basé sur l'île, donc on était une entreprise CIRS à l'époque, si certains se rappellent, et on travaillait essentiellement sur de la production de données. Donc, on travaille depuis les années 80 sur de la production d'occupation du sol. Donc, on a à peu près cartographié quasi toute la France. Et on a été très actif sur les productions d'OCS en 2 dimensions et sur les OCS à grande échelle, initiées par le CNIG et produites par l'IGN. Ensuite, nous, l'expertise qu'on a eue de ces productions nous a amené sur de la valorisation et accompagnement. Donc, on accompagne des SCOT, des EPCI et même des départements régions pour savoir comment ils peuvent se servir de ces productions et comment les valoriser. Et on arrive aussi à sortir des indicateurs et des services comme de la production de MOS ou autres. Et ce qui s'est ajouté là depuis quelques temps, c'est des partenariats avec Airbus pour pouvoir acquérir des images aux souhaits et aux besoins de personnes. Donc, en fait, en gros, on est spécialiste de traitement, de production et valorisation de données d'observation de la Terre. On est basé à Lille, donc on est 40 personnes à Lille. Et donc, on a depuis le temps qu'on travaille sur des productions, donc on a réussi à développer des méthodes voilà, innovantes, des expertises. On travaille avec des images satellites, aériennes, drones, open data. Enfin, voilà. Donc, on arrive à travailler sur tout le territoire avec toutes les données qui sont disponibles sur des quelques kilomètres carrés ou plusieurs millions à l'échelle de l'Europe. Donc voilà, en gros, assez rapide un peu ce que CLS est et pourquoi l'OpenIG nous a choisi pour la production de cette OCSI. Donc en fait, le projet rappelle des objectifs. Donc les objectifs ont été rappelés par Florent, mais en gros, l'OCSGE nouvelle génération a été produite sur l'année 2021 sur les territoires de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et le but était d'enrichir cette donnée-là sur 2021 avec une nomenclature déclinée à partir de l'orthophoto 2021. Et une fois que cet enrichissement a été réalisé, de produire un millésime 2012 pour
détecter les évolutions et les mutations du territoire sur un pas de temps d'environ 10 ans. Ce travail s'est fait en partenariat donc, avec la maîtrise d'ouvrage qui était l'OpenIG, avec un contrôle qualité externe TTI, donc qui contrôlait et qui notait la fiabilité de la donnée à chaque fin de production, et le producteur, nous, donc CLS. Donc on avait donc l'objectif de produire, donc c'était une donnée interdépartementale, donc on avait la production de 2 départements, donc les Pyrénées-Orientales de 4200 km² et l'autre de 6400 km², donc sur donc un total d'environ 10 000 km². Les phases de production, donc en gros, la réunion de démarrage a débuté en mai 2024 et la dernière production s'est réalisée en avril 2025, enfin, on va dire la réunion de restitution en avril 2025. Donc en fait, le projet s'est étalé sur 12 ans, mais la production en elle-même a été réalisée sur 8 mois. Donc en fait, le schéma de production, on va dire, normal d'une production d'une ampleur comme les Pyrénées-Orientales ou l'Aude, c'est de faire une zone test. Donc en fait, on a travaillé sur une zone test. Grâce à cette zone test, on est venu aussi regarder les postes de nomenclature qui ont été déclinés, voir si les noms étaient bons, les définitions étaient correctes ou bien comprises. Ce qui a permis, une fois qu'on a réalisé cette zone test et qu'on a finalisé la production de la nomenclature, ben là, on a pu attaquer la production d'abord des Pyrénées-Orientales. Donc, on a livré une première version des Pyrénées-Orientales et à chaque fois, à chaque étape de livraison, il y a des allers-retours entre le CQ, donc le contrôle qualité externe, et l'équipe projet OpenIG. Donc en fait, on a fait 2 livraisons des Pyrénées-Orientales. Pourquoi? Parce que comme disait tout à l'heure Florent, déjà on a un contrôle qualité qui vient scanner un peu notre base pour lui donner une fiabilité. Donc certains postes de nomenclature sur la V1 étaient en dessous, très peu, mais certes sur des postes un peu complexes. Et aussi parce qu'il y a eu un contrôle partenarial aussi qui a permis d'un peu territorialiser ou localiser un peu la donnée. Donc, nous, on est venu reprendre ces données-là pour venir améliorer encore la donnée pour livrer une V2 qui a été validée en mars 2025. Et ensuite, on a travaillé sur l'ODE. Donc, on a livré la première version en mars, pareil, avec des allers-retours avec les équipes projet OpenIG et avec le CQE externe, pour livrer la V2 en mars, 2025 et validé en avril. Donc, ce qui a permis de réaliser ce projet très constructif en tripartie avec donc l'OpenIG, le CQE et nous pour une production en 1 an pour une livraison en avril. Donc, pour revenir un peu sur l'ajustement de la nomenclature, Florent en a parlé un peu tout à l'heure. Moi, je vais plus aller, ça va être très rapide du coup. C'est qu'en fait, nous, le travail qu'on a réalisé quand on a fait la zone test, ça a été plutôt de revoir un peu le nom, parfois de certains intitulés qui peut porter parfois confusion. Donc, l'intitulé est très important parce que c'est la première chose qu'on voit dans une nomenclature. Donc, il faut qu'elle soit parlante et il faut qu'elle soit aussi générique pour que les partenaires ou les utilisateurs puissent la comprendre. Bon, après, il faut aller un peu plus loin dans la nomenclature et dans les définitions, mais voilà. Donc, on a essayé de revoir un peu ensemble les noms et aussi voir si on pouvait redistribuer aussi certains postes qui étaient utiles ou non. Donc, en fait, ce retravail a permis, ben voilà, par exemple, là, pour l'usage, c'est l'exemple que je montre. Par exemple, on était parti sur des forêts plantées. On a préféré décliner en zone de coupe, plantation récente, forêt naturelle et sylviculture potentielle pour vraiment bien comprendre dans l'intitulé qu'est-ce pourrait être la définition. Et on a fait ça sur le résidentiel, sur les zones abandonnées et sur des postes supplémentaires. Donc, il y a quand même eu un travail d'échange pour revoir un peu ces noms-là. Et ensuite, ce qui a amené, donc ce qu'a présenté Florent tout à l'heure, donc au dictionnaire de données, qui comprend tous les postes de nomenclature avec chaque définition, avec les critères de PIAO. PIAO, c'est photo-interprétation par ordinateur assisté. Donc, voilà, pour insister sur le fait que cette donnée a été faite par photo-interprétation, par des photo-interprètes.
donc avec des critères donc, de PIAO, des exclusions, confusions potentielles et données exogènes, pour que l'utilisateur, quand il récupère ce dictionnaire de données, puisse vraiment avoir les définitions qu'il souhaite, enfin, sur le poste qu'il regarde, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Une fois qu'on a fait cette validation de la zone test, ben là, on a pu attaquer la production. Donc, sur cette production, nous, on a récupéré les données d'entrée, qui étaient le périmètre forcément des projets, la nomenclature et les orthophotographies aériennes, plus la donnée au CSGE national, hein, pour pouvoir produire dessus et enrichir dessus. Et ensuite, on est venu céder des données exogènes, plutôt régaliennes, pour que justement tous les territoires puissent être homogènes sur la qualité de la production. Donc, on est parti sur Escalmen 5, BD Topo, RPG. Et bon, sur le département de l'Aude, on avait une donnée d'OCG d'occupation du sol sur le PNR de la Narbonnaise, ce qui fait ça nous a aidé à produire, surtout sur les milieux naturels, certains postes. Donc, on est parti sur les spécifications de CNIJ de l'OCSGE national. On n'a pas voulu perturber ces spécifications. Donc, on est sur des spécifications dans les zones construites avec les bâtis imperméables où il n'y a pas de polygone inférieur à 200 mètres carrés. Et pour les autres postes, pas de poste inférieur à 500 mètres carrés. Sur les zones hors zone construite, donc pareil, sur le bâti, on a 200 mètres carrés et 2500 mètres carrés. Il y a eu des exceptions qui ont été faites, les choix par les adhérents de l'OpenIG. Ça a été de basculer le boisement à 1000 mètres carrés, ce qui fait que nous, on a dû rajouter des formations arborées. L'habitat léger, le mettre en US 300, qui est en gros autre tertiaire, mais c'était pour essayer de cibler ces postes-là en faisant une requête. La qualité géométrique thématique, pareil, pour faciliter la tâche aux géomaticiens, pour que la donnée soit propre, on a fait des contrôles topo, chevauchement, trous, micropolygones. Comme disait Florent aussi, on n'a pas repris les géométries de l'OCSGE national. On a fait le choix de les garder pour que justement il y ait cette historique de production. Et on a essayé de garder la fiabilité historique de la base, qui était déjà très bonne, et qu'on a voulu, nous, parce qu'il faut bien comprendre que nous, on n'est pas... Bon, il y a eu forcément de la consolidation, parce qu'on a vu quelques erreurs, mais la donnée de base est déjà fiable et validée, donc on est plus venu à l'enrichir. Voilà, je veux dire, le mot est assez important. On n'est pas venu la consolider, on est venu ajouter des postes dessus. Et on a travaillé donc au 2500e, 3000e. Donc en fait, nous, quand on travaille, on prépare nos interfaces de production et on travaille avec une grille d'avancement pour qu'on puisse indiquer à l'OpenIG où on en est, la production. Et donc, une fois qu'on a fait toutes ces interfaces-là, là, on est venu enrichir. Donc, on a numérisé les postes. On a masqué les postes qu'on ne devait pas enrichir et on a laissé en filaire les postes qu'on devait enrichir. Et là, on est venu diviser et réattribuer les postes de l'OCSID. Donc, on pouvait changer la classe mère, mais sans changer les géométries. Et le fait d'avoir fait ce choix-là a fait qu'on a pu garder l'historique du couvert et de l'usage de la base OCSGE nationale. Donc, en fait, là, un exemple un peu de production. Donc, à gauche, vous avez la base OCSGE et à droite, vous avez la base OCSID. Donc, en bleu, les découpes qui ont été rajoutées sur le couvert. La même chose sur l'usage. Là, on est sur l'usage résidentiel. Donc, l'usage résidentiel US5 de la base OCSGE qu'on est venu redécouper avec de l'US dense, moyennement dense, voilà, sur ce poste-là. Et ensuite, on a produit 2012. Donc là, c'était un choix pour avoir les évolutions, les mutations qui ont été, qui sont présentes sur ce temps de 10 ans. Et donc là, on a travaillé sur la base d'enrichi 2021, on a détecté les mutations et du coup, ce qui crée une multidate, on appelle ça, c'est que la donnée la base de données à deux dates, donc 2021 et 2012. Comme ça, 2012 respecte les UMC de 2021. Donc là aussi, c'est pareil des exemples. Donc à gauche, vous avez la base 2021 au CSID avec l'ortho 2021. À droite, vous avez la base 2021 avec l'ortho 2012. Donc une fois qu'on a détecté l'évolution,
Donc à gauche, vous avez avec les aplats de couleurs, et à droite, ben là, en fait, on vient recoder l'évolution qu'on a trouvée sur 2012 pour pouvoir avoir l'historique des mutations. Donc voilà. Donc là, en fait, en violet, vous avez l'évolution qui a été détectée et cartographiée par les photo-interprètes. Donc, et une fois qu'on a fait tout ce travail-là, ben là, il y a un gros travail d'assurance qualité, il y a un gros contrôle aussi de notre côté, de contrôle qualité interne, pour que ensuite le contrôle qualité externe puisse faire son échantillonnage et le groupe de travail et puisse valider la donnée en sortie. Donc, en fait, en gros, là, c'est pour vous donner un peu les résultats de production. Donc, sur les postes d'usage, ben, le résidentiel et l'usage tertiel a beaucoup été enrichi. Par exemple, l'usage 5 qui est tissu compact dense à 112 000 polygones environ et l'usage haute production tertiaire 30 000 polygones. 100 000 polygones ont subi une modification de leur classe mère. Alors ça, c'est pas parce que forcément parce que la donnée de l'OCS GE national était fausse. C'est des choix qui ont été faits par l'OpenIG de basculer par exemple les friches agricoles qui sont intégrées dans l'usage agricole à l'OCSGE national, ont préféré le basculer en usage 6.3.1, donc qui est sans usage friche agricole. Donc en fait, les choix de nomenclature ont amené parfois cette modification de la classe mère. Ce chiffre-là ne veut pas dire que la donnée n'était pas correcte. Ça veut dire que voilà, il y a eu des choix qui ont été faits qui ont emmené un basculement de poste. Et pareil pour les formations, pour les couvertures. Donc, c'est les formations herbacées forcément qu'on subit le plus d'enrichissement avec la classe herbacée qui ont basculé 73 000 qui ont basculé en prairies urbaines, en pelouse et prairies urbaines, et 47 000 en prairies. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée. Hein, sur le LOD, on a enrichi donc 7% de polygones en plus créés. Et sur les Pyrénées-Orientales, 3%. Ça s'explique déjà par la surface, des productions et aussi par la diversité des territoires. Hop là. Ben on a vu que c'était des territoires en mouvement. Hein. Sur l'Aude, il y a 70 000 polygones à peu près qui ont évolué, donc 25% du territoire, et 700 km² sur 10 ans, sur 12% du territoire. Les Pyrénées-Orientales, donc on est pareil, sur à peu près 20% d'évolution de polygones, avec 36 000 polygones, et 230 km² du territoire, 6%. Là, c'est pareil, ça s'explique un peu par la diversité des paysages qui fait que ben, dans les Pyrénées-Orientales, on a peut-être un peu plus de montagnes qui émet moins d'évolution. Et pour finir un peu sur ces résultats-là en 2012, ben 65% des évolutions de 2012 vers 2021 concernent les milieux agricoles, 20% concernent des milieux anthropisés et 15% des milieux naturels. Pour les Pyrénées-Orientales, on est à peu près sur le même critère, donc on est sur 70% d'évolution, 20% des évolutions qui vont vers du milieu anthropisé et 10% des milieux naturels. Et tout ça toutes ces productions-là ont été, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a eu DV1, DV2, pour ramener la fiabilité de la base de production contrôlée par le contrôle qualité externe sur des fiabilités qui sont très correctes, parce qu'il faut dire aussi qu'on part d'une base aussi qui est correcte, donc ce qui a aidé aussi à avoir des résultats cohérents comme ceci. Donc sur 2021, par exemple, sur les Pyrénées-Orientales, on a 95% sur le couvert de fiabilité, 96% en usage. Et l'autre, on est sur à peu près sur les mêmes choses. On a 96% et 95% sur l'usage. 2012, pareil, on est au-dessus des attentes de fiabilité avec 93% au niveau. Là, on est au dernier niveau. Hein. On n'est pas au premier ou au deuxième, on est vraiment au dernier niveau avec 93% en couvert et 93 en usage. Et l'autre, on est à peu près sur le même critère. Donc en fait, voilà, donc là, je vous ai montré un petit peu comment s'est passée la phase de production, comment nous, on a travaillé pour que justement, le travail qui a été réalisé en tripartie avec l'OpenIG, ça a été un travail très constructif, de pouvoir travailler à trois, ce qui a amené vraiment une base de qualité. Ben, on peut le voir avec les fiabilités là présentes là sur le diapo.
Et ça a été vraiment un plaisir de travailler sur ce projet-là et sur la base aussi au CSGE national qui a emmené justement à travailler sur quelque chose d'existant, mais de la décliner sur des besoins plus locaux et pour des territoires qui en avaient besoin. Voilà pour moi. Merci à vous de m'avoir écouté. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a des questions. Merci à toi, Mathias. Alors oui, on avait une question de la DTM 66, mais qui a été répondue par Florent dans le chat. Donc je ne sais pas s'il y a une demande de plus d'informations. Et sinon, j'ai une question de Quentin Salle. Alors, j'ai une petite question concernant la non-correction des géométries de l'OCSGE pour produire l'OCSID. Hors zone construite, l'UMU est de 2500 m², alors que vous avez fait une exception pour les boisements de 1000 m². Avez-vous donc modifié, ajouté des géométries pour intégrer des polygones plus petits que l'UMU de référence? Oui, oui, oui. Du coup, l'UMC a été accepté sur les boisements. Alors, comme on garde l'information, comme on n'a pas retouché les géométries de l'OCSGE national et qu'on garde l'information historique de l'OCSGE national, l'OCSGE national reste toujours à 2500. Par contre, l'OCSID, elle, va un petit peu plus loin et donc les UMI ont été acceptés pour 1000 m² sur le. Comme les UMI ont été acceptés aussi sur les tertiaires, l'usage tertiaire pour les habitats légers, où là, même hors zone construite, on est à 500 m². Donc, c'est les cas qui emmènent l'acceptation du MC en dessous des 2500 sur les hors zones construites. Il y a d'autres questions? Oui, alors j'ai une autre question de Florian Boré. Pour 2021, comment gérez-vous les erreurs de l'OCSGE en dehors des zones enrichies? Et pour 2012, est-ce que le croisement 2021-2018 a été exploité pour conserver la cohérence géométrique? Alors, pour l'OCSGE, en fait, nous, comme on a dit, on n'est pas venu consolider la base, c'était pas prévu. Donc, nous, on est venu enrichir les postes qui devaient être enrichis. Donc, en fait, on s'est focalisé que sur les postes qui devaient être enrichis. Donc, ce qui fait que les autres postes ne sont pas passés à la trappe forcément, mais là, c'est la donnée IGN qui fait foi. Et je lis une question, je lis aussi une question parce que je l'ai là, mais il y a des géométries qui sont identiques à l'OCSGE et qui sont enrichies. Et oui, parce que il y a des postes qui sont bons et on n'a pas dû modifier la géométrie. Pourtant, c'était des postes à enrichir. Donc, c'est possible qu'il y ait des polygones qui n'ont pas été touchés par nous, mais qui devaient être enrichis, mais où on a juste renseigné le poste qui devait être adapté. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de redécouper un poste de l'OCSGE, même s'il est à enrichir. Je ne sais pas si. Merci Mathias. Et oui, et pour ce qui est du dictionnaire et des fichiers de style, donc le dictionnaire, ça sera mis en ligne, enfin, je pense que Florent peut en parler. Et les fichiers de style, on en a, ils sont pas forcément encore consolidés à 100%, mais on en mettra, je pense, à disposition. Nous, on avait fait une version, Florent a fait une version, et on essaye de voir quelle est la meilleure façon de visualiser ces données-là, quoi. Sachant que c'est plutôt les croisements qui permettent de faire ressortir des choses. Et alors, il y a d'autres questions, peut-être? Oui, on a une question pour d'ajout clair. Pour les corrections apportées aux classes mères d'origine OCSGE, ces modifications seront-elles prises en compte dans les futures versions OCSGE? Je ne sais pas qui c'est qui. Ça, c'est plus Florent Alors, ouais, ou en fait, Serge. oui, il y a un travail en cours de l'IGN qui consiste à, pour la génération d'après,
à corriger la version, le millésime 2021. Alors, je rentre pas dans les détails parce que je les ai pas tous en tête. Et donc effectivement, donc il va y avoir des territoires où les gens vont aller faire des corrections à la main de manière collaborative, comme on l'a fait sur les millésimes d'avant. Et nous, on a proposé effectivement de se servir de l'OCSID pour venir corriger quand c'était possible la donnée au CSGE 2021. Donc effectivement, l'idée c'est de boucler la boucle et de se servir de ces données-là pour aider l'IGN à consolider leurs données. Donc oui. Alors après, dans quelle mesure, dans quelle proportion, ça on ne le sait pas encore, parce que on commence tout juste à discuter. Mais oui, effectivement, il y a un projet de ce type-là. Merci. J'ai une autre question donc, de Benoît Segala au sujet des polygones dont la classe mère au CSGE a été modifiée. Quelle est la proportion des corrections indépendantes de l'ajout des classes au CSID? De correction des classes mères. Alors ça, oui, ça, je sais pas la proportion. La proportion. Où il y a eu uniquement une correction de classe mère, hein, c'est ce que je comprends. Ça, je sais pas. Faudrait aller un Ouais. peu plus loin. Mais il y a, en fait, nous, c'est quand on a fait la mise à jour 2012, donc on a travaillé sur toute la base. Donc là, on n'avait pas d'aplat. Donc ce qui nous a amené aussi parfois à consolider aussi 2021 sur des postes qui n'étaient pas forcément à enrichir. Donc j'ai pas les proportions exactes, mais vu que c'est la photo-interprétation, donc le photo-interprète a balayé, donc c'est arrivé qui corrige. Alors les proportions, je les ai pas vraiment, mais il y a des postes qui ne devaient pas être enrichis, mais qui ont quand même ont été consolidés même en classe mère. Ça peut arriver. Il y a une Ouais. différence en plus assez importante entre l'usage sur ce thème-là et la couverture, où c'est essentiellement des postes-usage dont la proportion des classes mères a pu être modifiée. Mais après, il y a aussi un biais qui fait qu'il y a beaucoup de postes dont la classe mère a été modifiée parce ils sont passés de l'usage agricole à autre usage Mhm, pour les friches tout à fait. agricoles. Donc c'est une réattribution, mais c'est pas une réattribution C'est ce thématique. que je disais tout à l'heure, oui, c'est qu'il ne faut pas se fier forcément à ça. Après, Alors, il y sur la a, couverture, il y a aussi la question des formations arborées et arbustives, où là, effectivement, pour le coup, il peut y avoir une réattribution parce que c'est deux milieux assez proches, et c'est là où ça peut être un peu plus compliqué avec le CSGE pour qualifier ces milieux-là. pour la question de l'ENAIC, donc là, je vais faire une autre présentation sur les cas d'usage. Donc, il y aura des illustrations, euh, certaines illustrations pour montrer effectivement la différence, enfin, la valeur ajoutée de l'OCSID par rapport à l'OCSGE, par exemple. Donc, il y aura quelques illustrations là-dessus. Pour répondre à Jérôme sur en quelle mesure la boucle de correction locale impactera le résultat final. Donc, on a eu une livraison hier soir pour justement les données corrigées. Et donc, je ne connais pas encore la proportion exacte. Je ne sais On pas si doit tu être l'as à en tête, Mathias. 80% à peu près. Voilà, Ouais, les ouais, points qu'on a envoyés, il y a à à peu peu près près. Ouais. 80% qui ont été intégrés. Donc, il y a à peu près, oui, je crois qu'il y avait 1300 points ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, les stats de qualité ne correspondent donc qu'à l'enrichissement, si je comprends bien. Le Ah, contrôle qualité a été fait sur tous les postes de nomenclature de l'OCSID. Donc, tous les postes de nomenclature ont été regardés, échantillonnés, et une fiabilité a été donnée. Donc et vu que le contrôle qualité a été fait sur le niveau 4, enfin le dernier niveau, on va dire, le dernier niveau du poste, ben forcément, la fiabilité, normalement, augmente plus on descend de niveau. Voilà. Donc, hmm. Alors ça, j'en parle aussi un petit peu, c'est-à-dire que le contrôle qualité, usage, couverture, voilà, ça fonctionne bien, mais nous, en fait, ce qui a fait ressortir les corrections sur les cas d'usage, c'est le croisement des données. C'est le croisement des données qui fait ressortir soit des incohérences, soit des... Voilà, et donc c'est ça qui est intéressant après, c'est de travailler sur des cas d'usage. Donc on fait le croisement de données, et là on voit effectivement des choses qui ressortent et qui permettent de corriger de manière beaucoup plus pertinente par rapport à nos cas d'usage. D'ailleurs, à ce Euh, propos, tu avais commencé à en parler tout à l'heure, mais effectivement, il y a le dictionnaire de données qui va être disponible sur le site d'OpenIG à la fin du mois de juin, le style aussi, mais il y a aussi cette table de croisement qu'on va pouvoir en fait délivrer comme produit dérivé pour savoir directement en fait
ce qu'on est capable de déterminer en croisant couverture et usage. Ce Et qui moi, économisera beaucoup de temps pour l'utilisateur, en fait, pour justement aller chercher ces caractéristiques-là. Et aussi, l'utilisateur pourra alimenter aussi en retour cette table de croisement via sa propre expérience en disant, mais finalement, voilà, moi, ce que j'ai pu déterminer là-dessus, s'il y a des choses qui ont pu échapper au premier regard. et le dernier mot que je dirais, c'est quand vous utilisez la donnée, c'est un peu comme le mode d'emploi. Le dictionnaire de données est très important parce que vous avez toutes les définitions dessus. Donc, parfois, au premier regard, vous regardez que l'intitulé et vous vous dites, ah mince, c'est peut-être pas bon, mais quand on va plus loin dans la définition, en fait, tout est expliqué. Donc, vraiment, vraiment, quand on a une donnée d'occupation du sol, le dictionnaire de données et les définitions, les critères est très important parce que ça permet des fois de changer le jugement par rapport au poste parce que vous l'avez mieux compris. Donc, voilà, c'est Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait, ça défloute pas mal des choses. Alors, il restera toujours des petits flous sur certains éléments, mais il se référer à ce dictionnaire de données impérativement dès qu'on travaille sur ces données-là. Attends, mon partage. Est-ce que vous voyez mon partage là? Oui. Alors attends, Alors, je est-ce suis que pas tout le sur le monde voit le bon. partage? Est-ce qu'il y a des Là, problèmes? je recommence parce qu'à chaque fois il saute mon partage. Hop, voilà. Donc là, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez le début de mon diaporama qui défile? Oui, c'est bon? Ça a l'air d'être bon. Allez. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais commencer. Euh, alors, c'est parti. Donc, les cas d'usage. Donc, cas d'usage, donc le premier, bien sûr, ça va être celui qui a motivé notamment certains financements, etc. C'était le contexte du suivi de la consommation d'espace et de l'artificialisation. Donc, il va y avoir des redites par rapport à ce qui a déjà été dit, mais bon, quelquefois, c'est utile, hein, les redites. Euh, donc voilà. Donc là, l'idée pour nous, c'était de s'inscrire. Alors c'est aussi la genèse du projet. C'était de dire, on va avoir besoin dans le cadre de la loi climat et résilience et de l'objectif ZAN de mesurer la consommation d'espace, ce que fait par exemple le portail de l'artificialisation, donc qui est basé sur des fichiers fonciers, des méthodos qui étaient déjà utilisés aussi, enfin, qui sont utilisés aussi par d'autres organismes depuis longtemps. Et cette consommation, elle peut aussi être mesurée avec les oxoles déjà existantes. Il y a des territoires où il y a des oxoles, des occupations de sol depuis très longtemps et avec des mesures de consommation d'espace tout à fait pertinentes. Et on va avoir ensuite besoin, à partir de 2031 en gros, de mesurer précisément l'artificialisation. Donc là, l'État a fait produire à l'IGN l'OCSGE dans cet objectif-là. Et puis, ben, les oxoles déjà existantes pourront aussi, bien sûr, mesurer cette artificialisation avec des fois une petite inconnue sur la compatibilité avec les décrets qui définissent l'artificialisation, ce qui n'est pas le cas pour la consommation. Donc voilà le contexte. Et donc nous, l'idée, c'était de faire, donc maintenant c'est fait, c'est d'avoir cette donnée-là au CSID qui permet de mesurer les deux éléments de manière plus fluide, où il y aura pas de gap entre les deux dates, entre les deux mesures, même si la définition est un petit peu différente. Voilà, donc pour rappel aussi, il faut que je parte de l'OCSGE pour dérouler le raisonnement. Donc on est parti de l'OCSGE. Alors il y en a peut-être encore qui n'ont pas en tête donc j'ai laissé cette diapo-là pour remontrer ce que c'est qu'une donnée en deux dimensions. Donc une donnée en deux dimensions, c'est une dimension couverture qui est l'usage physique des sols. Donc est-ce que c'est de l'herbe, des arbres, du bâti? Et une dimension usage qui permet d'avoir un regard sur l'anthropisation de cette couverture. Donc, est-ce que l'herbe, c'est un terrain de foot, une prairie ou le jardin d'une maison? Donc, ça, c'est le principe initial. Donc, sur chaque point de territoire, on a ces deux informations, usage et couverture. Et de ça, on peut en faire des croisements. Donc l'idée des deux dimensions, c'est de faire des croisements. Là, je suis toujours dans l'OCSGE. Hein. Si je croise autre formation ligneuse avec agriculture, je vais tomber sur une majorité de vignes. Mais si je suis dans une zone où il y a du houblon ou des kiwis, ben ça va faire aussi ressortir les houblons et les kiwis. Donc, on avait besoin, par exemple, de préciser ces éléments, puisqu'ici, on a des couvertures de vignes qu'on a envie de mesurer précisément. Donc si je me remets dans ce contexte-là, donc là je vais commencer par parler de la notion d'artificialisation. Donc la notion d'artificialisation, elle est définie
par un décret lié à la loi climat et résilience et à l'objectif ZAN, donc avec des surfaces artificialisées qui sont définies et non artificialisées. Mais si on se concentre sur les surfaces artificialisées, on peut les visualiser sur la nomenclature en disant que ben, ce sont les surfaces anthropisées, desquelles on enlève tout ce qui est activité d'extraction et on rajoute tout ce qui est végétation non ligneuse à usage plutôt urbain. Et donc là, on a la définition qui peut être retranscrite dans notre nomenclature de cette manière. Mais on peut aussi visualiser sous forme de matrices, enfin de tableaux, on appelle ça des matrices, où on va croiser ben, ces mêmes nomenclatures couverture et usage, on va les mettre sous forme de tableau, et on va voir si dans chaque croisement, on va pouvoir dire ben, c'est artificialisé ou non artificialisé en se basant sur la définition du décret qui est compatible avec cette nomenclature. Ensuite, on peut le visualiser de manière cartographique. Donc là, si je montre l'OCSGE avec son usage, si je fais les croisements de la matrice de tout à l'heure, je vais pouvoir faire ressortir. Donc là, quand on parle des croisements, typiquement, c'est ça. C'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition pour, en termes de croisement, ou même on peut le faire avec une symbologie. D'ailleurs, c'est ce que fait c'est l'IGN. Maintenant, ils fournissent la couche artificialisée et non artificialisée basée sur l'OCSGE. Et donc là, on va visualiser cartographiquement cette définition. Donc maintenant, comment est-ce qu'on est passé de l'OCSGE à l'OCSID? Donc ça a déjà été dit, hein, mais donc on a l'OCSGE, on rajoute une nomenclature enrichie, un millésime ancien pour pouvoir faire la première mesure 2011-2021. Donc nous, c'est 2012 parce qu'on n'avait pas d'orthophoto en 2021. Et donc on a notre OCSID. Donc pareil, c'est une redite, mais je pense que ça peut être utile pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc l'enrichissement, il se passe à partir de la nomenclature OCSGE, auquel on rajoute. Donc, quelquefois, on rajoute rien. Donc, quand c'est du saumon un peu plus foncé, ça veut dire qu'on a rajouté des éléments de nomenclature. On est venu enrichir les surfaces anneaux, tout ce qui est végétation, feuillus, etc. Donc, on est passé de 14 postes de l'OCSGE à 37 postes, dont 23 nouveaux pour la couverture. Et idem pour l'usage, où on est venu enrichir un certain nombre d'éléments. Et on est passé de 20 à 35 postes, donc 15 nouveaux postes. Donc je passe vite là-dessus, mais si vous avez des questions, on pourra y revenir. Donc visuellement, qu'est-ce que ça donne? Donc si je passe à peu près sur le même territoire de l'OCSGE à l'OCSID, ben, je vais voir qu'effectivement, il y a un enrichissement sur les zones urbaines, sur les zones agricoles, là en l'occurrence, où on voit qu'il y a des objets qui sont créés et qui viennent enrichir ces zonages-là. On va le voir ensuite de manière un peu plus précise. Par exemple, sur la notion d'usage résidentiel, donc sur l'OCSGE, on a un seul usage et on vient l'enrichir avec d'autres usages. Donc on a une vision un peu plus précise des formes urbaines sur nos territoires. Donc ce qui va servir aussi éventuellement à mesurer un certain nombre de choses et à suivre ces évolutions. Si on regarde la partie agricole, par exemple, sur le CSGE, on pouvait croiser l'usage agricole avec, par exemple, zone bâtie pour le bâtiment agricole, peuplement de feuillus, formation arbustive plus ou moins sur les vergers, mais on ne pouvait pas les identifier formellement. Les autres formations ligneuses, les vignes, mais aussi ce que j'ai cité tout à l'heure. Et puis formation herbacée en général, mais ça ne nous dit pas trop ce que c'est. Et puis il y avait la notion dans le CSGE de sans usage, de l'usage sans usage, qui peut aussi faire ressortir un certain nombre de friches agricoles, mais aussi tout ce qui est plutôt à usage naturel, non forestier. Voilà. Et donc, si on passe à l'OCSID, on voit qu'il y a une précision un peu plus importante dans la nomenclature où on peut faire ressortir les bâtiments et les serres agricoles d'une part, mais aussi le maraîchage, les vergers, les oliveraies, tout ce qui est pâturage, élevage, fourrage, les vignes de manière plus précise, les terres arables en culture ou les friches agricoles où il y a eu un travail particulier, notamment une demande de finances particulière des conseils départementaux 66 et 11, où on voit que sur les friches agricoles, il y a un travail d'enrichissement qui a été fait particulièrement. Si on regarde là sur l'interface entre l'agricole et le naturel, on peut visualiser aussi des enrichissements où on fait mieux la différence entre ce qui est agricole, donc là plutôt en jaune, et ce qui est naturel plutôt en vert. Voilà pour ces exemples-là. Donc maintenant, comment est-ce qu'on est passé de
la mesure de l'artificialisation à la mesure de la consommation d'espace, alors qu'on n'a pas de définition officielle. Donc, nous, on est parti, on a repris le travail de l'agence d'urbanisme de Toulouse, qui a travaillé avec ses services de l'État. D'ailleurs, je salue, je crois qu'il y a 2 collègues qui sont dans la visio, qui ont fait un gros travail sur la nomenclature au CSGE pour essayer d'en faire ressortir, on va le voir, la notion de consommation d'espace. Donc nous, ensuite, on a validé ces éléments-là, certains de ces éléments-là, avec nos services de l'État locaux pour faire ressortir ce qu'on appelle notre doctrine locale 66. Et ça, on l'a fait en parallèle du projet OCSID pour essayer d'être prêt à pouvoir faire ces mesures, en tout cas fournir ces mesures de consommation d'espace assez rapidement. Donc, comment a fait la UAT pour définir, pour partir de l'artificialisation et identifier une autre matrice sur la consommation? Donc, ils sont partis de la matrice artificialisation. Ils sont allés voir quels étaient les éléments en fonction d'un certain nombre d'études ou de recherches, ce qui était considéré, ce qui était pour eux de l'espace naturel, agricole et forestier, c'est-à-dire du non consommé. Et le négatif, c'est ce qui est consommé. Et donc, ils ont transformé la matrice. Donc là, il y a du vert qui est passé en rouge et du rouge qui peut passer en vert dans les deux sens. Donc on voit que c'est proche, mais il y a des différences qui peuvent être significatives en fonction des territoires. Voilà, donc ça c'est le principe général. Et donc à partir de cette définition-là, de cette doctrine, on va dire, nous on a appliqué cette matrice avec à la nomenclature de l'OCSID. Donc forcément ça fait une matrice un peu plus importante. On a à peu près 1332, je crois, ou 30 possibilités de croisement. Mais on s'est aperçu sur ces croisements-là qu'il y avait un certain nombre de choses qui allaient évoluer, puisqu'on a fait des changements de nomenclature et on a validé un certain nombre de cas dans cette doctrine-là. Donc les cas principaux, c'est par exemple le cas des terrains de loisirs qui pourraient vite ressortir en consommé parce qu'il y a beaucoup d'usage 3, par exemple, de l'usage 3 est plutôt considéré en consommé. Donc là, il faut les identifier parce qu'on considère qu'ils ne sont pas consommés. Idem pour les jardins familiaux, les jardins partagés. Idem pour les terrains de crosse ou ce type d'aménagement, parce qu'on en a pas mal sur le territoire, qui sont illégaux, donc on ne les considère pas comme consommés, alors que ceux qui sont déclarés, etc., on les considère comme consommés. Il faut toujours penser que on mesure la consommation passée, mais on va mesurer la consommation future. Donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans le suivi de ces mesures-là. Les éoliennes, tout ce qui est aménagement éolien est considéré comme non consommé. Le photovoltaïque au sol est considéré comme consommé si c'est vraiment du photovoltaïque. Par contre, si ce sont des serres photovoltaïques, c'est non. Alors après, sur le futur, il y a des décrets qui sont aussi sortis pour bien définir sur le photovoltaïque au sol ce qui sera considéré comme artificialisé ou non. Donc ça peut influer sur la consommation aussi. Et puis, il y a tout ce qui est dents creuses. Donc là, il peut y avoir des cas. Donc là, on a mis un seuil de 2500 m², mais on s'aperçoit à l'usage que c'est vraiment au cas par cas. Donc moi, je donne toujours cet exemple, mais bon, il n'y a pas forcément énormément de cas, mais vous avez par exemple une vigne historique dans un village qui va être arrachée pour y mettre un lotissement. Bon, mais peut-être que ça va être considéré comme consommé, alors que la plupart des autres dents creuses, non. Voilà, pour aller vite. Et puis, il y a tout ce qui est secteur en transition, donc là où des travaux ont débuté. La plupart du temps, c'est ça. Ça peut être d'autres choses, mais la plupart du temps, c'est des travaux qui ont débuté. Et ça aussi, c'est déjà considéré comme consommé à partir du moment où on voit le début des travaux. Donc, avec ces éléments-là, avec la définition de la consommation, on commence à s'apercevoir qu'il y a des éléments, par exemple, qui étaient rouges et qui deviennent verts dans notre matrice. Et puis après, on a dit, ah ben là, il y en a certains, on n'est pas très sûr. Donc, on a dit, ben, il faut tout regarder. Donc, on a regardé tous les croisements possibles. Et on est allé voir si ces croisements-là, ces objets-là, étaient consommés ou non, devaient être considérés comme consommés ou non. Donc on arrive à cette matrice-là, qui est la matrice. Donc là, c'est 66 parce qu'il peut y avoir des petites différences sur d'autres territoires, notamment sur les croisements où il n'y a pas d'objet. Donc ça, ce sont les croisements en gris. Donc là, ce sont les croisements qui n'existent pas. Donc on n'est pas allé voir là où il y avait 0 objet. Et puis tous les autres, donc des fois il peut y avoir 4 objets ou 3000 objets, on est allé les voir pour déjà définir si dans l'ensemble ce sont plutôt des objets consommés ou non consommés. Et quelquefois, et aussi, pardon, nous a servi pour faire ressortir
des erreurs ou des incohérences, et c'est à partir de ces croisements-là qu'on a fait ressortir la plupart des corrections qu'on a envoyées à CLS. Donc, exemple de croisement qui nous intéresse particulièrement, et donc on en a déjà un petit peu parlé, mais dans les discussions avant la production, on a dit oui, ce croisement-là, il nous intéresse vraiment. Et donc là, en l'occurrence, dans ce cas d'usage-là, c'est surtout à l'interface entre consommé et non consommé, et artificialisé et non artificialisé. Parce que c'est justement à ces interfaces-là, à la limite, qu'il peut y avoir des choses qui sont difficiles à détecter ou difficiles à isoler. Donc, par exemple, les terrains de loisirs herbacés, donc le croisement US 300 et 2210, où on a de nombreux cas sur nos territoires, on n'est pas les seuls, où là, il fallait définir, les faire ressortir. Et là, on a décidé que dans la doctrine, ils étaient non consommés. Mais ça va aussi servir éventuellement pour le suivi de ces terrains-là, qui sont des terrains où il peut y avoir de la cabanisation potentielle. Et donc, ben, voilà, on a une couche déjà de travail pour aller, si on doit faire une étude sur la cabanisation, on a déjà une couche où on peut travailler, où on a isolé les objets qu'il fallait étudier. Voilà, donc c'est ce type de zone-là euh, qui sera considéré normalement non artificialisé, mais qui pouvait basculer dans le consommé avec cet usage 3. Idem pour les jardins familiaux, pareil, qui sont souvent à la frange, sur les franges urbaines, où là, on peut les faire ressortir avec l'usage 3.4.4 et la couverture 22.14, qui est spécifiquement travaillée pour faire ressortir ces objets-là, pour pouvoir aussi les enlever de la consommation. Le cas des serres photovoltaïques et du photovoltaïque au sol. Donc, au niveau de la photointerprétation, c'est relativement simple de visualiser quand ce sont des serres, parce qu'il y a souvent des damiers pour faire passer la lumière, alors que les fermes photovoltaïques sont plutôt... enfin, on arrive à peu près à les différencier. Donc, on fait la différence entre les deux pour ne pas compter ce qui est agricole et pour compter ce qui est à usage uniquement production solaire. Et puis les zones en transition, donc les zones en transition, on a des cas, donc là déjà bon, on voit bien, mais il y a des cas où des fois c'est un peu plus complexe, hein, parce que voilà, il y a un bulldozer ou une pelleteuse, mais il n'y a pas encore de traces, donc à quel moment on commence à dire que c'est en transition ou pas. Et puis après des cas où c'est plus simple, puisque les travaux sont de plus en plus avancés, donc là voilà, ça va déjà être considéré comme consommé parce que les travaux ont commencé. Et puis donc, le cas aussi du vacant urbain non naturel, donc typiquement appelé dent creuse, où ben, on a demandé aussi à ce qu'il y ait ce croisement-là qui fasse ressortir les principales dents creuses, c'est-à-dire les zones où ben, il peut potentiellement y avoir de la densification sur le village. Alors après, nous, on fait aussi des études de densification. Ça suffit pas du tout pour faire des études de densification, mais c'est un élément complémentaire et aussi, ça permet dans certains cas, d'aller identifier des éléments pour décider s'ils sont consommés ou non consommés. Voilà, et puis le cas des espaces herbacés, hein, donc côté OCSGE, il y a un certain nombre d'identifications. Donc si on sélectionne la couverture espace herbacé et qu'on regarde les usages de ces objets, on va pouvoir en définir un certain nombre dans l'OCSGE, mais dans l'OCSID, on est venu enrichir encore plus la possibilité de caractériser ces espaces herbacés de manière à, pareil, à pouvoir mettre ou enlever des objets en fonction de ce qu'on étudie. Donc on voit bien la différence d'enrichissement qui est très importante dans l'OCSID. Et puis à la marge aussi, enfin, voilà, pour la petite histoire, comme c'est relativement simple à détecter, il y a aussi les zones incendiées, donc qui permet ben, d'une année sur l'autre éventuellement de regarder ce qui s'est passé, sachant que les photographies aériennes, elles sont faites durant l'été, donc bien sûr on peut louper les incendies qui se passent après les vols des avions, mais bon, voilà, ça permet d'avoir ces indications-là. Donc, maintenant qu'on a notre matrice de consommation qui est à peu près consolidée, on va pouvoir commencer à faire ces mesures de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, on transforme bien sûr cette matrice en requête. Et puis, voilà ce que ça peut donner. Donc, consommer, non consommer. Si on applique la matrice de la UAT dans son ensemble à l'OCSGE, on arrive à ce résultat-là. Et si on le fait avec l'OCSID, et avec la doctrine 66, on voit un certain nombre de différences. Donc il y a des différences assez importantes, notamment ben, sur les zones où il y a des éoliennes ici. Donc on peut pas identifier spécifiquement dans l'OCSGE, mais qu'on peut spécifier dans l'OCSID, donc les enlever ou les rajouter hein, si on a besoin.
Idem pour, donc là je sais que la UAT font des corrections manuelles hein, pour enlever les zones herbacées qui sont en usage de réseau d'utilité publique et qui du coup ressortent en consommé ou en artificialisé sous les lignes à haute tension. Donc là on peut directement on les a directement identifiés et enlevés dans l'OCSID. Et puis on voit que sur les espèces de taches urbaines qu'on voit là, il y a des différences qui peuvent être quelquefois significatives, comme ici où en haut là on a beaucoup de terrains de loisirs justement avec de la cabanisation qui apparaît ou pas en fonction des sélections qu'on fait, mais en tout cas on peut les sélectionner. On voit que sur certaines grandes zones, là ce sont les camps historiques de Rivesaltes, il va y avoir des différences significatives. Et puis on voit aussi entre les villages ces zones-là qui vont disparaître hein, parce qu'on a pu identifier les zones US3 qui n'avaient pas à être considérées comme consommées dans notre doctrine. Donc on voit qu'il y a des différences quand même significatives entre les deux méthodes. Même si l'ensemble reste cohérent, après j'ai pas de chiffres à vous donner encore, on n'en est pas à cette étape-là de différence, de pourcentage, etc. Mais en tout cas, on est plus précis sur la mesure. Donc ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est que cet espace consommé, on peut le calculer sur 2012 et sur 2021. Donc on va regarder sur 2012 quel est cet espace consommé en sélectionnant les bons objets. On regarde ensuite la même chose sur 2021. On fait le négatif et ça va nous donner la couche des objets qui sont consommés entre 2012 et 2021. Voilà, donc là on a tous les objets entre 2012 et 2021 sur les Pyrénées-Orientales. Alors on pourra faire la même chose bien sûr sur l'Aude quand on aura les données définitives. Voilà, donc ça c'était pour tous les exemples un peu visuels. Et donc ensuite, donc, dans notre cas d'usage particulier là, sur notamment nos projets de documents de planification type SCOT ou PLUI, on va un peu plus loin. Donc là, maintenant qu'on a consolidé la définition de la consommation d'espace, on a vérifié tous nos croisements qui nous ont permis de détecter les erreurs ou en tout cas les incohérences qui allaient impacter sur cette mesure-là en particulier. On appelle ça la donnée de référence au CSID. Et pourquoi est-ce on parle de données de référence? C'est parce qu'ensuite, on va transformer ça en données de projet. Donc c'est ce que je vais montrer juste après. Donc cette donnée de référence pour nous, elle est utile parce que elle est compatible avec le référentiel national qu'on a décliné au niveau local. On va utiliser la même base pour la consommation et l'artificialisation. On a une donnée qui est cartographique, vérifiable et adaptable. Donc là, ça sera le cas des données projet. Et puis, donc là, ça, c'était un argument initial hein, pour la production de l'OCSID, donc éviter d'avoir un tas de chiffres différents, en tout cas d'essayer de diminuer au maximum le nombre d'indicateurs différents sur ces notions de consommation d'espace et d'artificialisation. Ce qui pour nous est un argument de sécurisation juridique des documents de planification, parce que la méthode, elle va être connue, elle va être vérifiable et on pourra pas, on pourra pas l'attaquer, en tout cas pas sur l'aspect, on va dire, de bonne foi ou non de la méthode. Donc ces données de référence ensuite qui sont utiles par exemple sur un observatoire un peu global, sur voilà, qui sont utiles au niveau du département, qui sont homogènes avec une échelle de travail fixe et qui est compatible avec l'OCSGE. Donc nous ensuite, quand on va travailler sur un projet, donc là je vais plutôt parler des projets de planification SCOT ou PLUI, mais ça peut être aussi l'étude sur la cabinisation ou sur une zone d'activité ou je ne sais quoi. On va récupérer ces données et les transformer en données projets. Donc on va pouvoir les adapter au projet, les confronter à une connaissance plus fine de la thématique ou du secteur, avec un changement d'échelle éventuel en s'approchant un petit peu plus pour regarder ça. Et donc, on essaie de mettre en place une méthode où il y a d'abord un travail entre l'agence et le membre, mais ça peut être aussi, hein, comme les données sont ouvertes et les méthodes seront disponibles, avec un bureau d'études et son client. Donc, on peut sélectionner avec la méthode partagée les secteurs consommés, liés avec la définition. Donc, une fois que c'est sélectionné, on passe de la donnée de référence à la donnée projet. On confronte ces données projet à la connaissance terrain. Donc, on a déjà une expérience où les communes sont allées critiquer, en tout cas vérifier et regarder ce qu'on avait sélectionné comme objet. Ensuite, on consolide avec dans ce cas-là, par exemple, le PCI, ces éléments, ces remontées d'informations. On dit, voilà, ça oui, on est d'accord, ça on n'est pas d'accord. On essaie de diminuer le nombre d'objets
pose problème. Et ensuite, l'idée, donc là, on n'a pas encore fait cette étape-là, ça sera l'étape d'après, discuter avec les services de l'État qui sont en principe d'accord avec la doctrine et la définition, et sur les cas difficiles où vraiment on a du mal à trancher, et donc diminuer au maximum ce nombre de cas difficiles et fluidifier aussi la, la- la communication entre la personne, fait l'agence par exemple, le PCI et les services de l'État. Donc ça, c'est pour la méthode dans les projets. Donc par exemple, là, voilà un exemple d'objet qui avait été fourni aux communes où collectivement on dit, ben oui, ces objets-là, on est d'accord, c'est bien de la consommation. Les objets à rose, on n'est pas tout à fait sûr, il faut en discuter. Et les objets bleus, ben là non, en fait, c'est pas consommé, on est à peu près tous sûrs que on va pas le considérer comme consommé. Voilà. Et donc là-dessus, il y a une- un travail de concertation, fait de travail collaboratif. Voilà pour ce cas d'usage principal, hein. Après, je vais parler là très rapidement des autres cas d'usage sur lesquels on ne travaille pas encore, hein, mais donc l'évolution des friches agricoles. Donc là, c'est vraiment un élément aussi très important de cette donnée-là, avec une définition qu'on avait repris au niveau régional, la définition de la SAFER dans le cadre d'un de ces projets. Qui est une définition qui ne va pas satisfaire tout le monde, ça on en est bien conscient, mais en tout cas il y a eu un travail particulier de fait, et quand on regarde la différence avec l'OCSGE, ben, on voit quand même qu'il y a un travail de qualité qui est fait, et puis l'intérêt c'est bien sûr de suivre l'évolution de cette définition des friches agricoles, de cette détection, et c'est ça qui va nous intéresser en termes de pourcentage, etc., et pas forcément en termes vraiment hyper spécialisés, spécialistes, de dire oui, ça non. Mais ce suivi-là il va être vraiment très intéressant à identifier. Voilà, donc là, on observe par exemple les objets de friches agricoles détectés entre 2012 et 2021, d'évolution des friches, ce qui n'était pas friche agricole en 2012 et qui est devenu friche agricole en 2021. Voilà, après les calculs classiques hein, qu'on va pouvoir faire, alors, on ne les a pas encore trop fait, notamment parce qu'on n'a pas reçu les données définitives. Enfin, si on les a reçues hier soir, mais du coup, voilà, je ne les ai pas encore ouvertes, qui intègrent les dernières corrections. Donc typiquement, hein, voilà, euh, les surfaces d'enfrichement agricole entre 2012 et 2021 par EPCI par exemple, ou ce qui a été consommé entre 2012 et 2021, ben, ça a été consommé sur quoi? Donc là, c'est vraiment la richesse de l'enrichissement, de la caractérisation de la consommation d'espace. Donc ça a été consommé sur des friches agricoles en particulier, mais aussi sur des cultures, sur du naturel, sur du vacant urbain aussi, etc., etc. Donc ça va être des indicateurs très intéressants à suivre. On va pouvoir étudier l'évolution des formes urbaines, comme on l'a vu. On va pouvoir travailler sur les continuités écologiques, les corridors écologiques, les réservoirs de biodiversité, parce qu'on va pouvoir aller sélectionner les objets en fonction de ce qui nous intéresse. On va pouvoir, par exemple, regarder ce qui est passé de friches agricoles à espaces naturels. Ça peut intéresser notamment les collectivités qui ont cette compétence espace naturel, donc peut-être des nouveaux espaces naturels à identifier et à gérer sur leur territoire. On peut s'en servir de base pour d'autres études. Donc, on a vu tout à l'heure, par exemple, les études sur la cabanisation, mais ça peut être aussi des études sur les zones d'activité économique, où on peut peut-être réutiliser les mêmes objets, venir enrichir les objets détectés comme étant potentiellement des zones d'activité avec des études particulières. Donc là, j'ai superposé une étude qu'on a fait pour voir que ben, c'était quand même assez cohérent avec les délimitations euh, que- qui ont été faites par ailleurs. Les données d'entrée pour des analyses de risque, on peut détecter, enfin, on peut sélectionner les objets vraiment définis comme imperméables, par exemple. Tout ce qui est évaluation des émissions et des puits de carbone, puisqu'on peut voir entre deux dates, par exemple ici les zones roses où on a perdu de la forêt, en tout cas de la végétation arbustive ou de la forêt, et là où on commence où on en a gagné sur les objets verts. D'accord. Donc ça peut être des indicateurs aussi très intéressants à suivre. Voilà quelques exemples, mais là, on n'a pas encore du tout euh, commencé à travailler dessus concrètement. Là, on est vraiment sur nos histoires de consommation d'espace, en tout cas en ce qui nous concerne, mais bien sûr, dès que la donnée sera libérée, il y aura sûrement plein d'autres cas d'usage qui vont émerger. Voilà. Et donc maintenant, où est-ce qu'on en est nous? On en est ben, qu'il va falloir produire les mises à jour de l'OCSID. Donc on est en train d'essayer de motiver des financements mutualisés. C'est toujours pas gagné, hein, c'est toujours pas évident de
de mobiliser les collectivités, enfin en tout cas l'ensemble des collectivités pour mutualiser ce type de coûts, sachant que là les coûts seront bien moins importants puisqu'il n'y aura qu'un seul millésime à mettre à jour, avec des questions techniques, où est-ce qu'on attend le CSGE pour réutiliser les objets, est-ce qu'on met à jour directement le CSID, donc ça c'est des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses, qui vont aussi dépendre du timing, donc quand est-ce qu'on aura les données au CSGE, etc., quand est-ce qu'on aura le financement, etc. Voilà. Donc là, il y a encore du flou sur la suite. Et puis nous, en parallèle, on essaie de mettre en place un observatoire. Donc là, pareil, on a fait des demandes de financement pour pouvoir vraiment animer et mobiliser ces données dans des instances et des rendez-vous thématiques, par exemple, et les productions d'interfaces, d'indicateurs. Pourquoi pas aider les collectivités à faire à leurs rapports triennaux, puis à former les gens, à informer les gens de la manière dont on peut utiliser ces données-là et les enrichir. Et je crois que j'ai fini. Donc, oui, juste avant de passer aux questions, je profite de ce que vient de dire Serge pour insister sur ce point avant la fin du webinaire. C'est qu'effectivement, donc, on s'est lancé dans la phase d'une production de CSID sur les départements de l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour 2021 et 2012. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on pourrait du coup mettre à jour cette donnée pour 2024 et aussi étendre cette donnée à d'autres territoires qui ne sont pas dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales et qui seraient intéressés. Alors pour ça, comme je disais, ce qui se passe, c'est qu'OpenIG, on est un organisme qui va porter le projet, mais on ne peut pas le financer. Donc l'objectif reste toujours en fait de pouvoir mutualiser ces financements, sachant que cette fois, contrairement à l'expérience passée, là on a mis plusieurs années à travailler sur ce projet, mais parce qu'il y avait toute la partie technique à faire. Tu peux couper ton partage d'écran. Ah oui, Euh, pardon. Hop, ça y est. Merci. Donc voilà, toute la partie technique qui nous a pris beaucoup de temps, en fait, elle a déjà été faite. Donc on a élaboré cette nomenclature, on a déjà été confronté à aux problèmes, on a toute l'expertise de l'agence d'urbanisme qui a déjà commencé à travailler sur ces indicateurs. Et donc si vous voulez, ben, si on prend tout ça en considération, eh bien, on réalise que pour produire des mises à jour ou pour étendre en fait cette donnée, ça peut aller très très vite comparé au temps que nous a fallu pour faire ce projet pour qu'on se mette d'accord sur toutes les spécificités techniques. Donc ce sera la prochaine phase du projet, en parallèle des produits dérivés qu'on va sortir sur la donnée déjà existante. Mais c'est effectivement un enjeu qu'on a et c'est vrai qu'il faudrait pouvoir se positionner pour que ce soit assez fluide en fait dès septembre 2025, octobre 2025, oui, sur la possibilité de mettre à jour cette donnée à la fois pour l'Aude et les Pyrénées-Orientales et aussi de pouvoir étendre cette donnée aux autres territoires qui ne sont pour le moment pas concernés. Voilà, maintenant on peut passer aux questions, donc je redonne la main. Merci Florent. Du coup, on avait une question sur les éoliennes. Pourquoi les éoliennes sont considérées comme non consommées? Parce qu'il y a quand même une emprise au sol de consommer. Oui, alors, bonjour Florence, oui. Alors, déjà parce qu'en fait, les objets détectés sont assez importants. On ne détecte pas le socle. On fait pas la différence entre le socle et l'espace de gravier qu'il peut y avoir autour. Et donc, ça fait des objets qui sont trop importants par rapport uniquement au socle. Alors, ça a été discuté, hein, ça a été un cas de discussion. Peut-être que Jean Figuerola de la DDTM 66 qui est présent pourra rajouter une petite couche dans les commentaires, mais voilà, donc il a été considéré que non, c'était pas consommé parce que après il doit y avoir aussi comment des argumentations on va dire, plus thématiques que moi je n'ai plus en tête, mais en tout cas en termes techniques, en termes de consommation d'espace, enfin de données au sol, voilà, on fait pas la différence. Donc ça donne des surfaces qui sont quand même importantes. Et puis il y a par exemple aussi des routes qui ont cet usage, parce que la voie des espèces de chemins, en tout cas, qui sont tracés, qui sont uniquement à usage pour aller vers l'éolienne, donc qui ressortent aussi. Et donc ça fait des surfaces trop importantes en fait. Voilà, mais après il y a sûrement d'autres arguments plus thématiques que j'ai pas en tête. Euh, Voilà, et puis il y a aussi le fait que je crois voilà, il y a des injonctions quelquefois contradictoires hein, entre oui, il faut faire du renouvelable, mais il faut pas consommer, etc. Donc voilà, ça sera pas consommé avant, c'était pas considéré comme consommé avant, ça sera pas considéré comme consommé après non plus. Euh, oui, alors l'histoire des enveloppes urbaines, donc ça effectivement on travaille. Alors je l'ai pas dit, mais je l'avais cité rapidement dans mon diaporama. Voilà, au niveau de la définition.
Donc j'ai remis mon diaporama, j'espère que vous le voyez. Au niveau de la doctrine, effectivement, il était indiqué, mais je ne me suis pas arrêté dessus, voilà, que en règle générale, on compte la consommation d'espace en dehors de l'enveloppe des espaces bâtis. Donc là, on est en train de réfléchir à euh, comment est-ce qu'on produit cette enveloppe des espaces bâtis. euh, donc l'enveloppe urbaine, quoi. Et donc on essaye de le faire. Donc on avait des méthodes basées sur le cadastre, et là on essaye de faire une méthode hybride, mais en utilisant les objets au CSID pour que ça soit aussi compatible. Donc là on est en train d'y travailler dessus. Voilà pour ça. Et puis donc les informations de temporalité. Oui, donc ça c'est par rapport à la donnée projet. Donc c'est au moment où, euh, où nous, on a détecté, enfin, on a détecté les objets consommés, on est allé voir un petit peu si c'était cohérent. Et puis là, après, ben, en fonction de la relation qu'il peut y avoir avec le porteur de projet, ben, ça va être soit juste eux, ils vérifient, soit ils nous font confiance, ils disent, ben non, il n'y a pas besoin de vérifier, soit ils veulent vérifier à l'échelle de l'EPCI, soit ils veulent aller vérifier à l'échelle de la commune. Donc ça, c'est à eux de le décider. Et nous, effectivement, on va fournir ces données-là. Et à partir du moment où elles sont commencent à être modifiées, ça devient de la donnée projet. C'est plus la donnée de référence. Mais ça permet d'aller un peu plus loin quand il y en a besoin, pas forcément utile, hein, mais d'aller un peu plus loin dans l'acceptation notamment de ces données-là. Parce qu'on sait que c'est des données qui sont très sensibles. Donc là, c'est cartographié. On justifie chaque ensemble d'objets, voire chaque objet, et comme ça tout le monde est OK avec les indicateurs qui sortent. Voilà. Alors après, ça, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si la commune ou la personne dit oui, ça, moi je considère que c'est pas consommé ou que c'est consommé, ben, on va lui expliquer que non, parce que de manière, parce que ça répond pas à la définition qu'on a indiquée. Voilà. Donc il y a cet aspect-là qui se fait. Et après, effectivement, à l'histoire de compatibilité, donc moi je suis pas un spécialiste de ça, mais il y a des transitions à gérer. Donc là, voilà, il y a transition entre, ben voilà, ces nouvelles données arrivent, il y avait des anciens indicateurs, il y a des nouveaux indicateurs, et donc ça, c'est toute la gestion et la, la, la compétence de nos chargés d'études planification qui gèrent ces transitions, quoi. Je sais pas si je réponds à ta question, Arnaud, mais voilà. Je crois c'était tout comme question pour l'instant. Il nous reste 5 minutes, donc si vous avez des questions, si vous voulez, je peux dégainer un QGIS si vous avez des questions particulières pour aller voir tel ou tel élément. Il n'y a pas de souci. Ah, alors attends, Florian, oui. Le croisement 2021-2018 pour construire. Donc le millésime 2018, on ne s'en est pas occupé. Euh, Parce que ben, là, on s'est concentré sur 2021 et millésime ancien. Donc ce que tu sous-entends, c'est qu'il y a des. Peut-être on peut lui ouvrir le micro à Florian, ça on pourrait discuter plus simplement. Oui, en fait, je pense que des évolutions qui sont en 2018 et 2012 sont pas cohérents, du coup, vu qu'on s'est pas occupé de 2018. Je pense que c'est Ah ça oui, oui, oui. qui, voilà. Oui, Donc Florian, non, tu peux non, non. activer ton micro si tu veux. Mais, euh, mais oui, en fait, quand on a fait 2021, nous, on a travaillé sur la base 2021, sachant que la base multidate n'existait pas, je crois. Je sais pas si, où il y avait que 2021 et comme nous, on devait mettre à jour 2012. Donc non, il n'y a pas de cohérence géométrique avec une évolution 2012 qui existe en 2018, n'ont pas de cohérence. En fait, là, je suis tombé sur des cas assez flagrants de bâtiments qui existent en 2012, en 2018, qui ont disparu en 2021. Donc, en fait, vous avez recréé les bâtiments pour 2012 alors qu'ils existaient déjà dans 2018. Oui, Et parce donc, on a vraiment pas du tout utilisé 2018. ouais, Voilà, mais clairement. la problématique, c'est que là, si les départements en question souhaitent avoir un millésime OCS 2018, OCS ID 2018, euh, je ne sais pas comment vous serez en capacité de le gérer. Oui, ben, il faudra Puisque faire des choix, effectivement, si on prend, à mon avis, il faudra l'intégrer effectivement dans la production. Mais là, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question parce qu'on n'avait pas ce besoin-là. Là, j'ai remis un schéma que j'avais pas mis dans la. Mais en fait, voilà, effectivement,
Le 2015, on s'en sert pas parce que c'est l'ancienne génération, on peut pas. Oui, ça Et on le est d'accord. 2018, Et le 18, il est compatible, mais voilà, on n'a pas besoin de cette. Donc on s'est pas posé cette question-là. On va, aujourd'hui, oui, on- mais demain, tu en auras peut-être besoin puisque tu vas faire ton Effectivement, suivi d'évolution. Si tu veux faire 2018-2028, effectivement. Donc il y aura des choix méthodologiques à faire. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais là, oui, effectivement, tout de suite, j'ai pas de réponse. ouais, je vais vous envoyer des captures pour que vous Mm, mm. puissiez voir. Euh, voilà. Après, entre 2012 et 2018, euh, oui, ça sera les évolutions entre 2018 et 2021 qui peuvent être différentes. C'est ça que tu veux dire? Ouais, en fait, généralement, on essaye de garder le maximum de découpage géométrique pour produire le millésime antérieur, Oui, puisque pour garder la cohérence. oui, Et là, finalement, vous êtes parti uniquement de 2021 sans tenir compte oui, tout à des fait. différents millésimes. Mm. Et pour 2015, on est d'accord, puisque pour le coup, il n'y a aucun intérêt, zéro cohérence. Oui, voilà. Donc, ouais. De toute façon, là, enfin, on n'était pas en capacité, je pense, de gérer ça en plus du reste, sachant qu'on n'avait pas, on aurait pu effectivement y réflire avant, En fait, mais c'est on juste n'était que pas en tu gérais capacité la de le faire. géométrie. Limite comment dire, les attributs, tu t'en moquais, tu n'en avais pas besoin. Mais au moins de conserver la géométrie aurait été, ouais, je pense, une bonne Oui, oui, chose. En je tout vois ce cas, que tu veux dire. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. ouais, je Mais partageais. c'est vrai que ça, ouais, là, c'était pas ressorti des discussions, effectivement. Il n'y avait pas un Florian qui nous a dit ça au début, donc c'était pas ressorti personne n'avait pensé à ça, effectivement. Ouais. Il est 11 heures, le millésime touche à sa fin. Le webinaire touche à sa fin. Le webinaire touche à sa fin. Peut-être. Oui, non, c'est bon, du coup, il n'y a pas de dernière question. Il s'agit de Si. format. Ah, si, il s'agit de format SHP. Y aura-t-il du GeoPackage? Pour l'instant, effectivement, toutes les couches sont en format SHP sur le site d'OpenIG. Et Quoi, quoi, tu as un besoin particulier de GeoPackage, Jérôme? Attends, est-ce que je peux te mettre faut que tu le désignes comme présentateur. Oui, c'est ça. Attends, je suis en train de te chercher. Hop, voilà. Hop, voilà, tu peux ouvrir ton micro maintenant, si tu veux nous expliquer. Oui, c'est bon? Oui, on va t'entendre parler. Oui, du coup, je me dis, vu qu'on travaille sur quelque chose d'assez moderne, et le SHP d'entrée de jeu, moi, ce que j'aimais bien sur le GeoPackage, il était fourni, il y avait toutes les colorimétries pour tout le monde qui étaient les mêmes. Ça faisait un petit peu un standard intéressant. Et du coup, pour tous ceux qui l'ont manipulé et même les débutants, c'est vrai que c'était beaucoup plus pratique, je trouvais, parce que sinon, faut expliquer, parce qu'il va y avoir des gens qui vont l'utiliser, qui vont avoir des notions tout à fait très très variables là-dessus, et c'est pour ça que je trouvais le GeoPackage avec au moins les colorimétries qui ont été retenues dans la grille, me paraissait quelque chose d'intéressant. Et comme c'est déjà intégré dans ce format-là, je trouvais ça beaucoup plus pratique. Voilà. Donc bon, après, Dans ce que j'avais envoyé, tu veux dire, ben, oui, ouais, notamment, oui, tu vois, oui. notamment. Alors, Parce que c'est vrai que oui. c'est un outil qui va faire le tour de plusieurs services Hmm. dans les diverses collectivités. Et c'est vrai que générer à chaque fois des fichiers style, je ne parle pas des croisements, hein, ça c'est encore autre chose. C'était vraiment la donnée de base. Et c'est vrai que par exemple, quand j'ai pu en discuter avec notre chargé de mission agriculture, le fait qu'il ait eu à ouvrir qu'un seul géopackage avec tout déjà pré-réglé, c'était quand même assez sympa. Et par exemple, si Oui. on a une DDTM qui va avoir le même fichier, on a tous le même standard, ça peut être aussi sympathique. Oui, alors il y a plusieurs réponses. Alors déjà, sur le shape, il y a moyen aussi d'avoir des choses un peu toutes faites en mettant les styles. Alors, je parle avec un QGIS, hein. C'est-à-dire que tu peux mettre, si tu mets le fichier de style qui a le même nom que le shape, quand tu ouvres le shape, ça s'affiche. Et puis aussi, on y mettra, je pense, alors je parle sous le couvert des gens d'OpenIG. Je pense qu'à terme, du jeu au paquet, il y en aura, mais tu peux aussi mettre un projet QGIS, par exemple, comme le fait Lisienne, qui va récupérer les shapes, te mettre peut-être même plusieurs fois pour mettre
des styles différents. Donc il n'y a pas que le GeoPackage qui permet de faire ça, mais je pense qu'à terme, le GeoPackage il sera aussi fourni, parce que ça paraît, c'est ce qui est fait, je crois, dans la plupart des cas. Mais même Oui, si même s'il y avait uniquement du shape, il y a moyen aussi de faire en sorte que quand la personne elle ouvre le projet, il y a tout ce qu'il faut, tout qui va bien, quoi. mais peut-être de l'avoir quand on le télécharge directement sur le shape depuis directement. Oui, oui, oui. C'était ça, lui, plutôt l'idée. Parce que moi, je réfléchis en termes de comment on va manipuler l'outil derrière. Moi, si effectivement, pour ce qui concerne la partie urbaine chez nous, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça sera fait. Mais c'est vrai que tous ceux qui vont être un petit peu en satellite, hein, je pense notamment aux gens un peu plus enviro, un peu plus agriculture. C'est vrai que si on leur dit va télécharger là-bas et que c'est directement intégré dedans, en termes de manipulation, ça sera beaucoup moins source d'erreur. Ouais, on est tout à fait d'accord avec toi. Et là, bon, là, c'est vraiment les premières mises en ligne, hein. Oui, Mais bien sûr. on a prévu de travailler avec toutes les bonnes volontés d'ailleurs, hein. S'il y en a qui veulent proposer des croisements, des symbologies, tout le monde est le bienvenu pour proposer des choses et de mettre effectivement à disposition ce qu'on appelle ça des produits dérivés, là, enfin, depuis le début, où effectivement, je travaille sur les corridors écologiques. Je vais avoir une symbologie qui détecte déjà, selon une définition, les objets qui correspondent à ça. Et si quelqu'un veut le fournir avec sa définition et qu'on est tous d'accord avec ça, on la mettra en ligne, tu vois, par exemple. Donc nous, on va faire le travail sur la consommation d'espace, hein, sur l'artificialisation, mais il y aura d'autres produits dérivés à produire, hein, pour qu'effectivement les utilisateurs finaux, qui ne sont pas forcément familiarisés avec les deux dimensions, puissent directement afficher les informations qui les intéressent, avec des croisements déjà faits, quoi. Donc ça, c'est vraiment très important, tu as raison. Merci à tous pour votre participation. Le webinaire sera mis en ligne au site d'OpenIG ou sur la chaîne YouTube et donc sera possible de le revisionner. En ce qui concerne l'actualisation 2024 de l'OCSID ou son extension, euh, il faudrait pouvoir se manifester dès le mois de juin auprès d'OpenIG. Et voilà. Donc merci à tous les participants, merci Serge, Mathias et Estelle, et bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. tous.